Salam tout le monde. Et si je me trompais complètement sur Bitcoin? C'est une question inconfortable, mais c'est une question nécessaire. Parce que je me considère comme Bitcoiner convaincu, ça va sans dire. Pas seulement intéressé, non, vraiment convaincu. Convaincu que Bitcoin, c'est une révolution monétaire. Convaincu qu'il peut corriger certaines injustices du système actuel, qui est profondément défaillant. Convaincu qu'il représente une alternative crédible face à la monnaie qui est basée sur la dette, sur le riba, sur l'inflation. Convaincu qu'il est pour les musulmans et tous les croyants dans le monde une porte de sortie d'un système financier qui va à l'inverse de nos valeurs. Mais aujourd'hui, je vais faire exactement l'inverse de ce que font la plupart des gens. Je ne veux pas me confirmer dans mes propres convictions, mais au contraire, je veux les mettre en danger. Je veux essayer sincèrement d'imaginer des scénarios dans lesquels Bitcoin échoue. Pas pour le critiquer gratuitement, mais pour tester. Est-ce que cette idée tient vraiment debout? Poncer contre soi-même n'est jamais un exercice confortable. Mais pourtant, c'est un exercice nécessaire. Parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on découvre si nos convictions sont solides, ou si elles reposent simplement sur une forme de confort intellectuel. C'est aussi une manière d'éviter de tomber dans le dogmatisme et de rester autant que possible dans une posture sincèrement rationnelle et intellectuellement honnête. Et donc dans cette vidéo, on va faire cet effort ensemble. On va explorer de manière honnête et sans filtre quel scénario pourrait mettre réellement Bitcoin en danger, voire carrément conduire à son échec. Pour l'instant, ici, on va rester à un niveau qui est volontairement synthétique. On ne va pas vraiment creuser, aller dans le fond de chaque scénario. Mais si un de ces scénarios vous interpelle particulièrement, eh bien, dites-le moi en commentaire et je prendrai le temps de faire une vidéo entièrement dédiée à ce scénario précis. Et si ce genre de réflexion vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin dans cette question du lien entre Bitcoin, entre l'éthique, la monnaie et l'islam, bien sûr, j'ai écrit un livre qui s'intitule Bitcoin est-il obligatoire en islam? C'est un livre entièrement gratuit, donc le lien se trouve dans la description, vous avez juste à cliquer pour le récupérer. Il fait une soixantaine de pages, il se lit très très vite et il vous donnera déjà des bases très solides sur le lien entre Bitcoin, monnaie et islam. Et donc, je vous laisse aller y jeter un œil et c'est parti. On se lance dans cette vidéo, les scénarios noirs pour Bitcoin. Et on commence tout de suite par le premier scénario le plus direct, tout simplement. Et si Bitcoin ne fonctionnait pas? On a tendance à parler de Bitcoin comme d'un système parfait, immuable, incassable, inarrêtable. Mais en réalité, c'est du code. Et tout code peut contenir des erreurs. Imaginons une faille critique qui serait découverte dans le protocole, une vulnérabilité exploitée à grande échelle, une attaque coordonnée sur le réseau, ou même à long terme une rupture cryptographique avec le très bruyant informatique quantique. L'informatique quantique, bien sûr, c'est un sujet qui suscite énormément de craintes, mais aussi beaucoup de incompréhension autour de Bitcoin. On entend souvent dire que l'ordinateur quantique pourrait casser Bitcoin du jour au lendemain. Bien sûr, la réalité est un peu plus complexe que ça, pardon. Mais le risque existe, c'est vrai, et il mérite d'être analysé sérieusement, sans exagération ni minimisation. C'est un sujet à part entière, et donc, pour le coup, pour ce scénario-là de l'ordinateur quantique, je ferai vraiment une vidéo dédiée entièrement sur cette question. Alors, la faille technique en elle-même, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible plutôt? Non, bien sûr, ce n'est pas du tout impossible. Même si Bitcoin est un protocole open source, donc avec un code ouvert, auditable par n'importe qui, et qu'il est probablement aujourd'hui le code informatique le plus examiné par des individus indépendants les uns des autres dans toute l'histoire, il reste une réalité simple. Une faille technique est toujours possible. Aucun système informatique n'est absolument infaillible. Et ce risque, même s'il est faible, ne peut pas être ignoré. D'autant plus que nous entrons dans une nouvelle ère. Récemment, certaines entreprises spécialisées en intelligence artificielle ont développé des modèles entièrement dédiés à la cybersécurité, comme le retentissant outil Mythos qui a été développé par l'entreprise Anthropic, qui est derrière Claude Code. Ces modèles sont capables d'analyser des systèmes complexes à une vitesse et à une profondeur impossible pour un humain. En seulement quelques jours, ces systèmes ont réussi à identifier des centaines de failles dans des infrastructures qui sont pourtant considérées comme hautement sécurisées. Dans certains cas même, ils ont même révélé des vulnérabilités qui étaient passées inaperçues pendant des décennies, presque pendant 30 ans sur des logiciels utilisés par tout le monde. Alors la question devient tout de suite plus sérieuse. Si des systèmes réputés solides peuvent contenir des failles invisibles pendant des années, qu'est-ce qui nous garantit que Bitcoin en est totalement exempt? C'est peu probable, mais ce n'est pas impossible. Et si ça arrivait, la confiance
dans le réseau Bitcoin pourrait s'effondrer très vite, parce que Bitcoin repose sur une chose fondamentale, la croyance collective dans sa sécurité. Sans cette confiance, il ne restera qu'un réseau vulnérable parmi les autres. En islam, la notion de confiance est centrale. Si un système prétend protéger la richesse des gens mais qu'il contient des failles graves, alors il devient problématique. Alors, question honnête, est-ce que Bitcoin mérite vraiment la confiance qu'on lui accorde? Maintenant, passons au deuxième scénario. Et si Bitcoin n'était pas arrêté par la technologie, mais par le pouvoir politique? Aujourd'hui, Bitcoin existe dans un monde dominé par les États. Des États qui contrôlent la monnaie, les banques, les lois, la surveillance. Et Bitcoin remet en cause ce pouvoir. C'est un peu le grain de sable dans le mécanisme étatique. Alors imaginons un scénario. Des interdictions coordonnées dans plusieurs pays en même temps. Une criminalisation de l'usage du Bitcoin. Une surveillance massive des transactions. Une pression sur les plateformes. Une propagande contre Bitcoin. Et en parallèle, le développement des monnaies numériques de banques centrales. Ces monnaies-là qui sont contrôlées, qui sont programmables, qui sont surveillées par les banques centrales, par les autorités, par les gouvernements. Dans ce contexte, Bitcoin pourrait devenir marginal, difficile d'accès et risqué à utiliser. Dans ce scénario, la question est, Bitcoin sera-t-il assez robuste pour résister à l'oppression d'un État totalitaire, voire de plusieurs États totalitaires en même temps? Un autre scénario noir pour Bitcoin en lien direct avec le précédent, c'est si Bitcoin échouait directement à cause des êtres humains. Parce que Bitcoin, en théorie, propose responsabilité individuelle, souveraineté et autonomie. Mais en pratique, la plupart des gens ne veulent pas gérer leurs clés. Ils ne veulent pas avoir à détenir leurs clés privées. Ils préfèrent la facilité. Ils délèguent tout à des plateformes. Et le résultat de ça, c'est la centralisation. Encore et toujours la centralisation dans des intermédiaires. On en revient à la case départ du problème que Bitcoin cherchait à résoudre. Les exchanges deviennent les banques. Les custodians, les wallets custodial deviennent des intermédiaires et on recrée exactement ce qu'on voulait éviter. Dans ce scénario, Bitcoin ne sera pas saboté par une attaque extérieure, mais par nous-mêmes, les utilisateurs, par une forme de facilité, par une forme de confort, de paresse, disons-le, une espèce de paresse intellectuelle qui, au lieu d'assumer la responsabilité que Bitcoin nous impose, eh bien, beaucoup d'utilisateurs pourraient choisir de déléguer, de se défaire de cette responsabilité, de déléguer la garde de leurs fonds, de déléguer la gestion de leurs clés privées, de déléguer en conséquence leur souveraineté à des plateformes ou à des tiers. Avec des produits financiers, comme on le voit avec les ETF, avec des services centralisés qui sont souvent régulés, qui peuvent parfois être rassurants, c'est vrai, mais qui fondamentalement sont contraires à l'esprit initial de Bitcoin. Et dans ce mouvement progressif de délégation petit à petit de la souveraineté par les utilisateurs eux-mêmes, l'humanité pourrait, sans même s'en rendre compte, servir Bitcoin sur un plateau, aux États, aux institutions, à quelques acteurs centralisés qui n'auraient plus qu'à se pencher pour en reprendre le contrôle. Allez, un autre scénario avec une dérive cyniquement humaine, la spéculation. Bitcoin devient un outil de trading, encore plus qu'actuellement, un véritable casino, un objet de cupidité absolue. Et là, on retombe dans des logiques proches du riba, proches de ce que l'on connaît aujourd'hui avec la finance contemporaine, la recherche de gains sans effort réel, l'obsession du profit à court terme et du profit en soi, la déconnexion totale avec l'économie réelle. L'islam incite sur la responsabilité individuelle, la sincérité, l'intention dans les actes. Et si Bitcoin est utilisé uniquement pour spéculer, alors même qu'il est techniquement sain, normalement dans son usage réel, s'il est uniquement utilisé pour spéculer, alors il devient problématique. Ici, ce n'est pas la technologie, le code de Bitcoin qui est en cause, mais c'est l'usage que l'on en fait. On voit déjà dans le monde réel les effets que peut produire la surspéculation sur des ressources essentielles. On va prendre un exemple simple, le blé. Lorsqu'il devient l'objet de stratégies de trading à grande échelle, déconnecté de son usage réel, qui est de produire, de fournir de la nourriture, alors son prix peut brusquement exploser ou au contraire s'effondrer. Et dans les deux cas, ce sont souvent les populations les plus vulnérables et qui en dépendent, qui en paient le prix. Des populations qui, elles, n'ont pas besoin de spéculer sur le prix du blé, mais simplement de se nourrir avec. Alors maintenant, posons la question pour Bitcoin. Et si un jour Bitcoin devenait lui aussi un actif massivement spéculatif, surspéculé, au point d'être complètement déconnecté de sa fonction monétaire et de moyens d'échange de valeur? Un outil qui, au lieu de servir, deviendrait donc inaccessible, trop cher pour ceux qui en ont réellement besoin et trop manipulé pour être fiable. Parce qu'aujourd'hui déjà, on voit apparaître
des produits dérivés, des stratégies de trading très complexes, des logiques purement financières sur Bitcoin qui n'ont parfois plus aucun lien avec l'usage réel du réseau Bitcoin. Et dans ce scénario, ce qui devait être un outil d'émancipation monétaire peut devenir un actif capturé par la spéculation intensive. Enfin, dernier scénario pour aujourd'hui, et si Bitcoin devenait injuste? On dit souvent que Bitcoin est juste parce qu'il est neutre, décentralisé, transparent. Mais regardons de plus près. Une grande partie des Bitcoins est déjà détenue par les premiers entrants, ceux qui ont miné du Bitcoin dès le départ, les institutions et certains acteurs très riches. Alors imaginons un futur où la majorité des gens arrivent trop tard, où le prix est trop élevé, où l'accès est limité. Est-ce que ça devient vraiment un système équitable? Est-ce que l'absence d'inflation suffit à créer la justice? Pas forcément. L'islam met en garde contre la concentration excessive des richesses, les déséquilibres sociaux, l'accumulation injuste. Donc, question honnête que je pose ici, Bitcoin peut-il, malgré ses qualités, contribuer à de nouvelles formes d'inégalité? C'est une question qu'on me pose parfois très sincèrement lorsque je parle de Bitcoin et lorsqu'on fait des retours sur mon livre. Bitcoin est-il obligatoire en islam? Pour rappel, le lien est dans la description. Maintenant, combinons un petit peu tous ces scénarios. Un monde où une faille technique fragilise la confiance, où les États interdisent ou limitent fortement le Bitcoin, où les utilisateurs centralisent petit à petit son usage et abandonnent leur souveraineté, où la spéculation domine et où la richesse se concentre dans seulement quelques mains. Dans ce scénario, Bitcoin ne disparaîtrait pas forcément, mais il échouerait dans sa mission première d'offrir à l'humanité un réseau monétaire entièrement neutre et décentralisé, accessible à tous. Il pourrait devenir marginal, détourné, vidé de son sens. Alors, est-ce que Bitcoin va échouer? Je n'en sais rien. Après avoir vu tous ces scénarios, évidemment, je n'en sais rien. Et c'est ça précisément le point. La vraie question n'est pas est-ce que Bitcoin va réussir, va échouer, mais plutôt est-ce que nous sommes capables de comprendre ses limites, de comprendre ses avantages, ses inconvénients. Parce qu'une conviction qui n'est pas testée, ce n'est pas une conviction, c'est une croyance fragile. Et aujourd'hui, j'ai essayé de penser contre moi-même. Et très honnêtement, paradoxalement, ça ne m'a pas affaibli dans ma conviction sur Bitcoin. Ça m'a rendu plus lucide. Parce qu'en face de chacun de ces scénarios, je ne vois plus simplement des menaces. Je vois des questions, des limites, des points de vigilance, des responsabilités. Et surtout, je réalise que je suis capable d'y répondre. Non pas avec des certitudes aveugles, mais avec de la nuance, avec un raisonnement, avec une véritable logique, avec une réflexion qui est ancrée dans le réel. Et au final, je dirais que cet exercice ne m'a pas rendu plus confiant, il m'a rendu plus responsable dans ma compréhension de Bitcoin et surtout plus responsable dans la manière dont je choisis de l'utiliser. J'espère que cet exercice aura pour vous aussi apporté un peu plus de clarté. Si c'est le cas, je vous invite à me dire en commentaire quel scénario vous a le plus interpellé. Je prendrai le temps d'en creuser certains plus en profondeur dans des vidéos dédiées, spécifiquement à chaque fois à une thématique précise. Et si vous-même, vous avez des scénarios, des doutes ou même des inquiétudes que je n'ai pas encore évoquées ici, des scénarios noirs pour Bitcoin que je n'ai pas mentionnés et que vous avez envie de voir discuter, eh bien, partagez-les dans les commentaires et promis, on en parlera dans d'autres vidéos. C'est souvent ces questions-là qui méritent bien sûr le plus d'être explorées et explosées, donc on se doit d'en parler. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt pour creuser ces scénarios plus en profondeur. Abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Assalamu alaikum.